Et coucou, ça va la famille? Alors il y a pas longtemps, non il y a longtemps, je dis n'importe quoi, purée, attends j'ai chaud. Déjà j'ai très chaud. Alors, il y a super longtemps que je t'ai pas fait une vidéo de ce livre. Je sais que tu as adoré ce livre, tout le monde a adoré ce livre. J'en ai parlé beaucoup sur la chaîne pendant très longtemps et puis je me suis lassée. Et j'ai de temps en temps envie de reprendre des vidéos sur ça, mais je sais pas, j'arrive pas à les faire de manière régulière, mais je vais essayer de les faire de manière régulière. Bref, si tu as débarqué sur ce livre à l'époque où je faisais pas des vidéos sur ça et que tu sais pas ce que c'est, ce livre s'appelle 5 ans de réflexion. Et en fait c'est un livre qui me pose des questions tous les jours pendant un an. Et en fait à la fin de l'année je reviens au début du livre et je réponds. J'ai commencé ce livre en 2015, on est en 2019. Donc depuis 2015, je réponds aux mêmes questions et l'idée de ces vidéos, c'est ensemble de découvrir comment j'ai évolué par rapport à l'une ou à l'autre des questions. J'ai décidé de reprendre au 12 juillet pour que ça corresponde à peu près à la période de maintenant. Donc le 12 juillet, le livre me demandait de compléter, enfin du moins de dire pourquoi tout était simplement parfait. En 2015, j'ai dit que tout était simplement parfait, tout comme cette délicieuse journée à ne rien faire, sur le canapé à regarder des vidéos sur les voyages. En 2016, je disais, c'est ce que je pense du pique-nique de Montpellier qui a eu lieu le 10. Ah, en fait, j'avais écrit en retard. Non, j'avais écrit en retard et en fait, j'avais rempli le cahier au moment des pique-niques zéro déchet que j'organisais à l'époque, donc en 2016, et ça passe. Et en 2016, j'avais passé la journée à Montpellier et c'était effectivement un très beau souvenir, c'était un de mes premiers pique-niques et le lieu de Montpellier était super beau. Déjà la ville est belle mais le lieu était très beau, on était en haut d'une petite colline avec en bas un lac et je me souviens qu'après le pique-nique on était descendu au lac, bref c'était une journée parfaite. En 2017 j'avais dit que c'était tout simplement parfait parce que cette journée était remplie d'amour, je sais pas duquel mais en tout cas il y avait beaucoup d'amour dans ma vie. En 2018 j'ai pas rempli et en 2019 j'ai dit que cette journée était parfaite parce que c'est une journée avec Léandro et une soirée parfaite sur la place de l'Argot d'Asneves. En fait cette journée c'était... Léandro et moi on s'est réveillés, on était tous les deux, c'était merveilleux. On a fait du rire ensemble et c'était bien. Ensuite on a été manger des pains de queijo açaï qui sont ma grande passion, tu le sais, à Santa Teresa qui est mon quartier chéri ici à Rio. Ensuite on est rentré et en fait on était sur le canapé, il me caressait la tête et je me suis endormie. Je devais dormir 30 minutes, j'ai dormi genre 3 heures parce qu'en plus j'avais mes règles donc j'étais vraiment fatiguée. Quand je me suis réveillée, on a regardé une série, on a regardé Black Mirror. Et ensuite, on avait un peu faim, donc on est parti sur la place en haut de chez moi. Et la place en haut de chez moi, elle est magnifique parce qu'il y a toujours des trucs, c'est un peu comme une place de village. Et effectivement, il y avait un choro. Un choro, en fait, c'est de la musique live. C'est comme une samba, mais très douce, avec des musiciens qui font une espèce d'improvisation et qui jouent entre eux avec la musique et c'est une musique vraiment très belle avec des beaux instruments. Donc il y avait un petit concert de choro sur la place, des enfants qui couraient un peu de partout, 3 petits bars ouverts avec des gens qui mangeaient dehors. Nous on s'est mis sur la terrasse d'un des bars, on a commandé une soupe et une pizza, donc là c'est pour moi, une pizza pour lui. Il y avait mon pote, le monsieur qui fait des bulles, qui faisait des grandes bulles de savon et à un moment donné je me suis posée là et je me suis dit mon Dieu, quelle journée parfaite. Et ça se terminait tellement bien avec l'Argot d'Asneves. Donc voilà. Le 13 juillet, le livre me demande qu'est-ce qui me rend sentimentale. Alors en 2015, ce qui me rendait sentimentale, c'était le temps qui passe, les perspectives d'avenir, de penser à tout ce qu'il y a encore à voir, à apprendre, à découvrir. Et à cette époque, je ne savais pas à quel point j'allais voir et découvrir des trucs. En 2016, j'écrivais « Je pleure tout le temps ». Je pleure toujours tout le temps 3 ans plus tard, mais jamais pour moi, c'est vrai. Je pleure quand je vois de la peine chez les autres, c'est vrai, c'est ça qui me rend sentimentale. Dès que je vois une personne qui pleure, je pleure, c'est automatique. Et je suis ultra connectée à la peine des autres, je ne peux pas l'expliquer. Mais si je suis dans une pièce et qu'il y a une personne qui a de la peine, tu peux être sûre que je vais savoir. Et je sais pas, je vais me sentir hyper liée à cette personne et elle va un petit peu accaparer mon énergie. En 2017, j'ai marqué ce qui ne me touche pas personnellement me rend vachement sentimentale. Je n'aime pas être vulnérable, donc il y a de grosses carapaces entre le monde et moi. Ah oui, en fait ce que j'expliquais c'est que je suis très sentimentale mais en fait pas pour moi, ce que je disais plus tôt. Et en gros il y a une très grosse carapace entre le monde et moi. Il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup d'amour qui peuvent sortir, beaucoup d'émotions, blablabla, mais il y a très peu de choses qui rentrent dans mon monde.
Et les gens qui me connaissent bien, c'est quelque chose qu'ils me disent qu'ils ont en vérité très peu accès à moi, alors qu'on a l'impression qu'on a beaucoup accès. C'est vrai, je donne cette impression-là parce que je partage beaucoup de choses, je donne beaucoup de choses, mais en vérité, les choses qui sont réellement intimes et importantes, je ne les donne pas. Et je laisse pas beaucoup de choses entrer. C'est bien et c'est pas bien parce que c'est bien parce qu'au final, ça m'évite beaucoup, je pense, de peine et ça m'évite d'être vulnérable et ça m'évite d'être touchée par les choses. Je suis très rarement touchée par quelque chose de l'extérieur. Le truc négatif à ça, c'est que du coup, en contre-coup, malheureusement, je ne me rends pas accessible pour beaucoup de personnes et ça peut blesser des gens qu'au final ce soit aussi froid et aussi dur. C'est comme ça, je suis désolée. En 2019, j'ai dit ce qui me rendait sentimentale, c'était d'observer les Brésiliens. Depuis que j'habite au Brésil, je me trouve beaucoup plus sentimentale qu'avant. Je pleure beaucoup plus souvent. Je pense que ça vient du fait que les Brésiliens sont très émotionnels. Ça se dit pas en français. Ils sont très sentimentaux. C'est ça la traduction. Et les Brésiliens osent pleurer, osent dire ce qu'ils ressentent. Les hommes et les femmes, les hommes pleurent. On fait souvent des rondes de discussion à la fin des cours, par exemple d'un cours de danse, d'un cours de musique, d'un cours des chasses, à la fin d'un bloco de carnaval, à la fin de plein de choses. Et les gens s'autorisent à pleurer dans ces rondes de discussion. Quand on fait des spectacles, à la fin du spectacle, on pleure tout le temps. Enfin bref, ici les gens s'autorisent à ressentir et à donner leurs émotions, à les partager. Et j'avoue que je me suis pris au jeu et je pleure beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que par rapport à ce que je disais avant, eh ben, je pleure un peu plus pour moi que ce que je le faisais avant, mais je pleure pas de tristesse. Quand je suis très triste, en général, je pleure pas. Disons que je vais pleurer ici de choses qui m'émotionnent, qui créent des trucs là, alors qu'avant je l'aurais jamais fait et sûrement pas en public. Et ici, je le fais en public bien volontiers. Et d'ailleurs, généralement, quand on est dans une ronde et qu'il y a une personne qui pleure, tout le monde se met autour d'elle et on fait un bowling. Un bowling, c'est comme une boule, tous ensemble, on est tous collés et en fait on se colle les uns aux autres et on prend le temps de se sentir et de ressentir les émotions des uns des autres et on se balance comme ça. Parfois il y a quelqu'un qui chante et en fait on se balance comme ça pendant 5 minutes juste pour pleurer et tout le monde se met à pleurer, on pleure tous ensemble. Et c'est une sensation qui est incroyable, quelque chose que je n'avais jamais vécu en France. Et j'aimerais pas revenir en arrière et retourner dans une société où ça n'existe pas. Je dis pas qu'en France ça n'existe pas, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà. Question suivante qui était le 14 juillet. Avez-vous un secret ou plusieurs secrets? En 2015, j'ai dit que j'avais plein de secrets mais que je ne les livrerai pas. En 2016, j'ai dit que c'était important les secrets parce que ça donnait du piment et que c'était marrant et que oui, j'en avais plein. En 2017, j'ai marqué qu'en ce moment, j'avais pas trop de secrets. Et que dans tous les cas j'étais trop pipelette pour regarder les secrets des autres. Et en 2019 j'ai dit aussi que je n'avais pas trop de secrets dans ma vie. Avec ma coloc on fait des fofoqueira, j'adore ce mot. Au Brésil ça veut dire genre des petits coméras, je ne fais pas vraiment des secrets. Donc on va parler un peu, c'est jamais méchant et c'est juste des petits trucs genre ah t'as vu la voisine, elle a dit ça, elle a fait ça, nanana, il s'est passé ça. Des trucs bidons mais nous on aime bien. Moi j'aime trop fofocar. Fofocar, je sais pas si elle disait le mot fofocar. Moi je suis une fofoqueira. Une fofoqueira, c'est une fille qui fait des coméras. Mais il y a des bons et des mauvais. Bref. En 2015, le 15 juillet, votre plus glorieux naufrage. Alors l'idée c'est de parler d'une chose que j'ai ratée. Glorieusement. En 2015, j'ai marqué que je ne me souvenais pas d'un naufrage qui était glorieux. Mais pour moi, ce qui avait été mon plus gros naufrage à cette époque, c'était la fermeture de ma société en 2012. En 2016, j'ai dit que j'avais pas trouvé de glorieux naufrage. En 2017, c'était mon divorce, qui était un gros naufrage, mais qui s'est très bien passé et bien terminé. Et en 2019, j'ai dit que ce que j'avais pas réussi à faire, c'était réussir à me relationner. Le verbe ici c'est relationner, à me lier véritablement avec des gens. Disons que ça fait 2 ans que j'habite au Brésil et j'ai pas réussi à créer énormément de véritables amitiés. Mais en même temps c'est normal parce qu'il faut du temps pour créer des amitiés et 2 ans c'est pas suffisant. Mais en même temps 2 ans c'est très long. Et les Brésiliens ont cette capacité de t'ouvrir très grand les bras, de t'accueillir, de t'aimer, d'être super gentil, d'être là, blablabla.
mais en même temps de pas te donner vraiment accès à eux, ce qui est contradictoire avec ce que je viens de te dire, mais ils ont cette contradiction, c'est-à-dire que dans les rapports 1-1, eh ben, ils te donnent pas grand chose et du coup c'est très difficile de créer des véritables amitiés. On crée plein de copinage, ça c'est très facile, mais plus loin c'est dur. Je dirais qu'avec ma coloc Sandra, il y a une véritable amitié. J'ai cru créer une amitié à un moment donné, mais aujourd'hui je sais pas. J'ai pas énormément d'amitié et parfois je vois ça un petit peu comme un échec, mais je me dis qu'il me faut du temps. Disons que les Brésiliens, ils ont un cercle très petit d'amis qui sont leurs amis généralement d'enfance de plein d'années, et ils ont un très gros cercle de relations et d'amidage, amisage, qui sont un peu des copains, des collègues, des machins, des bidules. Nous les Français, je trouve qu'on est un petit peu différents. J'ai l'impression qu'on a un cercle un tout petit peu plus grand d'amis, mais qu'on a un cercle beaucoup plus petit de relations un peu superficielles. Et du coup, j'ai la sensation que nos amis, c'est pas forcément nos amis d'enfance, et que, disons qu'on crée plus facilement des amitiés sincères et profondes et qui sont pas pour autant superficielles. C'est pas parce qu'on connaît une personne depuis 2 ans que cette amitié est pas ultra forte. Disons que les Brésiliens, eux, ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour créer une amitié forte, et ça c'est pas évident quand on vient de l'extérieur. Le 16 juillet, la question était: est-ce que tu portes des chaussettes? Bien entendu, les gens qui me connaissent et qui connaissent mes vlogs depuis 5 ans savent que je porte tout le temps des chaussettes. Donc en 2015, j'ai dit: figure-toi que j'adore les chaussettes, mais là je suis à Dakar, il fait vraiment beaucoup trop chaud. En 2016, j'ai dit: été comme hiver, je porte toujours des chaussettes. En 2017, j'ai dit que j'avais toujours des chaussettes, et que d'ailleurs à cette époque, j'étais en Thaïlande, je voyageais en Asie et j'avais une seule paire de chaussettes, une seule pendant des mois et des mois. Maintenant au Brésil, j'ai toujours des chaussettes, j'ai un peu plus de paires. J'ai ma paire de chaussettes léopard que je mets beaucoup pour mon logo de carnaval. J'ai une paire de chaussettes. En gros, toutes mes paires de chaussettes ici, c'est des paires de chaussettes qui ont une histoire, qu'on m'a offerte. Par exemple, j'ai la paire de chaussettes Simpson que mon pote Ben de la chaîne Ben & Co m'avait offerte quand il est venu à la maison. J'ai une paire de chaussettes de sport que ma pote Noémie m'a offerte. J'ai quoi comme chaussettes? Elle m'a offert aussi une petite paire de soquettes. Qui d'ailleurs a disparu de ma maison, quelqu'un me les a prises. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme chaussettes? J'avais une paire de chaussettes que ma pote Mara m'avait donnée, en souvenir d'elle, qu'on m'a prise aussi. En fait, il y a beaucoup de monde qui passe chez moi, parce que je fais maison d'hôte et que j'ai beaucoup d'amis. Du coup, les chaussettes, c'est le truc qui disparaît le plus. Les gens prennent toujours les chaussettes. Je comprends pas pourquoi vous voulez mes chaussettes, j'en ai pas beaucoup. Et ma paire de chaussettes que j'avais gardée pendant mon voyage depuis la Thaïlande, je me suis résolue à l'abandonner parce qu'elle était... en fait, elle s'était déchirée de tous les côtés et je l'avais recousue de tous les côtés, mais il y avait un moment où c'était vraiment possible. Voilà. Alors, je réponds aux 2 dernières questions. 3 dernières questions. 18 juillet, quels sont les ingrédients d'une journée idéale? Et alors, en 2015, j'ai dit que j'avais besoin de fraîcheur et que j'avais envie de concombre, de melon et de pastèque. Je pense parce que j'étais dans un endroit où il faisait très chaud. En 2016, pour moi, les ingrédients d'une journée idéale, c'était du soleil, un bon thé et de la Wi-Fi. Je devais être en manque de Wi-Fi. En 2017, j'avais dit du soleil, de l'amour, de la Wi-Fi avec plein de points d'exclamation, parce qu'à mon avis, je devais être en train de voyager. Et j'avais dit aussi une plage avec avec un parasol et un livre. Et cette année, j'ai dit que pour moi, une journée idéale, c'était du soleil, bien évidemment. J'ai la chance d'habiter au Brésil, donc j'ai du soleil quasiment tout le temps. Là, par exemple, on est en hiver. On a eu une période de grand froid qui a duré une semaine et tout le monde était en dépression. Les gens avaient des bonnets, des écharpes, des grosses doudounes, et il faisait genre 17 le matin et entre 20 et 23 degrés l'après-midi, et pour nous c'était ultra froid. La nuit il faisait 17, ultra froid, parce qu'en fait notre corps, quand on habite au Brésil, en tout cas dans la région où j'habite, parce que c'est pas le cas de tout le Brésil, mais notre corps, quand on a l'habitude de Rio, il est habitué à des températures qui sont entre 40 et 50 la majorité de l'année, et donc les 3 mois d'hiver ils sont super durs, et quand il fait 20 degrés, 17 degrés, c'est la misère atomique. Donc j'ai dit que j'avais besoin pour une journée idéale de soleil, d'un açaï. Si tu sais pas ce que c'est que tu regardes pas mes vidéos, la famille. Un açaï, en fait, c'est comme une glace brésilienne que ici à Rio on mange quasiment tous les jours et même plusieurs fois par jour en été, et que dans mon quartier beaucoup de gens mangent tous les jours parce qu'on a un magasin qui fait les meilleurs açaïs du monde, un bar qui fait les meilleurs açaïs. Donc un açaï, des pains de queijo, c'est des petits pains au fromage que dans mon quartier on mange avec les açaïs, et partout dans le Brésil les gens mangent ça tout le temps, le matin avec du café, l'après-midi au goûter, machin. Que j'avais besoin de mon mec parce que c'est une personne merveilleuse, que je l'aime
tu l'aimes trop. Et que j'avais besoin aussi de quoi? De la mer ou d'une rivière ou d'une cascade, de l'eau, du soleil, mon mec, de l'eau, un livre, un açaï, une portion de pain de queijo et c'est une journée parfaite. 19 juillet, on arrête là. Qu'est-ce qu'il faut que vous jetiez? Alors, en 2015, j'ai dit que je passais ma vie à jeter, à me débarrasser, à trier, à donner, donc il n'y avait rien de précis. Et c'était la période de ma vie où je me débarrassais de beaucoup de choses. Je pense que j'entrais où j'étais dans ma phase très minimaliste. En 2016, je disais que j'avais pas grand chose à jeter. Parce que tout avait un sens chez moi et en fait je t'avais fait des vidéos à l'époque sur ça pour t'expliquer que mon minimalisme à moi c'était pas le fait de ne rien avoir mais c'était le fait de posséder des choses dont j'avais vraiment besoin et dont j'avais une véritable utilité. En 2017 j'ai dit que j'avais donné la moitié de mes habits et que je ne possédais quasiment plus rien. C'était la période où je voyageais, j'avais juste un tout petit sac à dos avec rien. Et en 2019 je me suis rendu compte que j'avais un peu trop d'habits. J'en ai pas beaucoup. Je pense que si concrètement tu voyais ce que j'ai, tu dirais Laetitia t'abuses. Mais j'ai la sensation d'avoir un peu trop. Du coup dans pas longtemps je vais commencer à faire un tri. Et ici au Brésil quand on fait un tri des choses qu'on donne, et c'est souvent le cas dans ma maison parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous donnent des trucs ou qui laissent des trucs, on donne à ce qui s'appelle le Shopee Shop. Et Shopee Shop en fait c'est dans les rues de Rio. Il y a plein de gens qui soit vivent dans la rue, soit sont très pauvres. Et ces gens-là vendent des trucs de seconde main qu'on leur donne ou qu'ils trouvent dans les poubelles. Et c'est un peu comme à Marseille, le marché aux puces et dans notre ville de France j'imagine aussi. Et donc, nous, dans notre maison, on a l'habitude, toutes les semaines quasiment, d'aller au Shopee Shop pour donner ce que les gens de passage chez nous ont abandonné, ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils nous ont donné, ou ce que nous, on trie, parce qu'on trie régulièrement la maison. Et donc, on donne à ces gens-là qui vont le revendre pour pouvoir vivre ou vont l'utiliser. Et voilà, et ça crée une espèce d'économie, une deuxième économie, une deuxième vie, et c'est vachement chouette. Voilà. Je vais essayer de reprendre les vidéos de ce livre parce qu'en vrai je les aime bien. Je vais essayer de te reprendre aussi de mon livre à moi parce qu'il est chouette. Et dis-moi s'il te plaît dans les commentaires si ça t'intéresse que je continue à faire des livres de 50 ans de réflexion. D'autant que le livre est quasiment plein et qu'il y a plein de questions où j'ai déjà rempli, vu que j'avais fait 2018, j'ai déjà rempli quasiment toutes les années et je suis là genre dans la dernière année. Donc voilà. Dis-moi, d'accord? Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de ça et à demain pour une nouvelle vidéo tout court. Je t'aime fort, bisous, ciao.